Coco, you ready? Yeah. Okay, drop in 5, 4, 3, 2, 1, drop La it! première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, and there it is, watercourse with the J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé ad vitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre. Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. That was fun! Vous écoutez Coup de poudre, le podcast qui parle ski par Skieur Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés? Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 5, rencontre au sommet avec Victor Galuchot. Ouais, mutant. Ouais, il a tout posé. Ah, c'est génial. L'idée pour moi, c'est d'abord de dire que le ski, si j'aime ça, c'est bon, certes, c'est quelque chose de fantastique par les sensations que ça te procure, mais je me rends compte que si j'aime autant ça, c'est aussi parce que je le partage. Donc en gros, l'histoire, elle commence forcément quand je suis tout petit. Je vis sur les Ménuires et je suis au ski club des Ménuires. Et il y a un mec qui a 1 an de plus que moi, c'est Fab. Et c'est le début de notre relation qui va durer donc jusqu'à maintenant où on a 36 et 37 ans. Et donc Fab, je le rencontre en primaire, je t'avoue que je sais même plus comment je le rencontre, mais je sais qu'après on passe du temps en fait au ski club ensemble. Et on est dans la période où le ski alpin, il commence un peu à fatiguer dans le sens c'est plus trop cool, tu vois, d'être alpin. On commence à entendre parler du freeride, du freestyle. Et Fab et moi, on est un peu je pense les 2 personnes du ski club qui sont touchées par ce petit truc nouveau qui se passe, et donc on a toujours un peu sauté, etc. Et là, ça prend plus forme. Et avec Fab, on se met à skier de plus en plus ensemble. On shape des petits kicks ensemble, etc. On sera les 2 premiers gars à faire des backflips dans le ski club. Et c'est assez marrant, c'est que maintenant, faire un backflip quand t'es au ski club, c'est normal, tout le monde. Et moi, je me souviens que j'étais trop content parce que je me disais, on est les premiers mecs qui font des backs de l'histoire du ski club. Et bref, je pense que c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, non seulement par les sensations, etc., mais par aussi le fait qu'on est les 2 à être sur ce délire-là et que l'histoire se lance en fait comme ça. Cœur qui bat la chamade, mais c'est pas parce que je suis amoureux de toi. Va pas béné. Et donc avec Fab pendant mais des années, c'est vraiment des années où on est vraiment ensemble au club, mais les entraînements c'est pas forcément les mêmes parce que tu sais, quand t'as 1 an d'écart dans un ski club, t'es pas forcément dans les mêmes catégories. Donc quand il y a du ski libre et qu'on se capte, c'est toujours, tu sais, aller sauter, etc. Et puis sinon, quand on a du temps libre, en fait, on va shaper des trucs et en fait, on a construit comme ça notre premier petit background de freestyler, si je peux dire. Et on a appris à shaper, on a appris les premières figures ensemble, quoi. Et pendant ce temps-là, on continue une carrière c'est pas une carrière, mais on continue notre cursus de skieur alpin. Donc tu vas au ski-études parce que c'est ce qu'il faut réussir à faire et tout, même si moi c'était pas vraiment mon délire. Et là, en fait, moi je suis déjà parti vraiment dans le côté saut. J'adore ça et j'y vais pas aux entraînements d'alpin. Et en fait, au ski-études, il y avait aussi des bosseurs. Il y a un mec de la Plagne qui s'appelle Michael Monavaro, avec qui je m'entends hyper bien. Et en fait, avec lui, au lieu de faire les trainings, tu vois, lui il est bosseur donc ça le touche pas. Et en fait, moi, ça me saoulait de faire du géant, des trucs comme ça. Donc j'allais aider à tracer le matin. Et après, on se barrait, on skiait dans la forêt. Je faisais un passage. Et puis je revenais, j'aidais à détracer et puis ciao, quoi. Donc avec Mickaël, à ce moment-là, on est ensemble et on est aussi on entretient encore ce truc de s'évader un peu de l'alpin. Bon, lui il vient des bosses donc c'est différent pour lui, mais pour moi c'est ce qui se passe.
Et traîner avec ce mec, je suis trop content parce que c'est un bosseur, donc lui il est coaché, donc il est plus immergé dans ce milieu-là que moi et donc il m'apporte certaines choses que j'ai pas dans mon monde, quoi. Et forcément, à force de faire ça, je suis viré du ski études. Et là, du coup, j'ai plus de temps pour skier au Menhir. Et à ce moment-là, il y a un certain Pierre Guyot qui emménage dans la vallée des Bellevilles. Allez les gars, bougez votre cul. Moi, je suis explosé, je suis fatigué. Eux, ils font les chauds, mais moi, j'en chie grave. Et donc là, tu vois, on est ado en fait. Et Pierre Guyot, c'est un gars qui vient des Hautes-Alpes, qui faisait du snowblade. Et il se retrouve là dans la vallée des Bellevilles, où pour nous le snowblade c'est une grosse farce. Enfin voilà, on s'est dit tout de suite, il faut pas toucher à ces trucs-là. Et voilà, donc lui il arrive un peu là, c'est un peu l'extraterrestre. La vallée des Bellevilles, c'est vraiment la vallée de montagne, tu sais, où les gens sont un peu durs, on laisse pas casser la glace facilement. Après, une fois que tu l'as pété, ben c'est tout gagné. Mais c'est vrai que je pense que Pierre, qui arrivait d'ailleurs avec ce sport à la con, ça n'a pas dû forcément être facile de s'intégrer, tu vois. Mais en fait, moi ce gars, je l'ai tout de suite adoré. Pourquoi Pierre dort pas avec nous? Il est en train de rêver qu'il coupe des stères de bois au Canada, là. Et on s'est retrouvés à tout le temps skier ensemble, parce que moi, j'avais décroché vraiment de l'alpin. Pierre, il en faisait pas vraiment. Donc, en termes d'emploi du temps, on était calés vraiment pareil. On entretenait juste un niveau d'alpin pour pouvoir passer le monitorat et pas devenir des chèvres. Mais du coup, on n'avait pas de pression au niveau alpin, et donc on skiait énormément ensemble. Et il y a un téléski qui s'appelle le Gros Tougne, qui est au-dessus de Saint-Martin-de-Belleville. Et en fait, genre tous les mercredis après, on partait du bahut, bam, on remontait vite à la maison. Moi, je vivais à côté de Saint-Martin, lui, il vivait à Saint-Martin, donc tac, tu prenais vite tes affaires, on chopait les remontées à Saint-Martin, et en 2 secondes, t'étais sur ce fameux téléski du Gros Tougne. Et il y a une face qui doit faire, je sais pas, peut-être 100 mètres de dénivelé, mais qui est super bien, qui est joueuse, qui est raide, et c'est un premier pas, si tu veux, dans le freeride. Et en fait, avec Pierre, moi j'ai déjà un pied dedans, parce que j'adore ça et tout. Pierre, lui, il connaît pas trop le truc, mais il vient m'accompagner. Et en fait, ensemble, là, on crée une espèce de relation où moi je lui montre un petit peu la voie. Mais en fait, lui, il a l'impression que je fais ça, mais lui, il sait très bien faire déjà. Il est peut-être plus un peu à l'arrache et tout, mais et donc ensemble, on s'auto-entraîne, si je peux dire. Et on a passé notre temps à poncer cette pente-là. Je peux te garantir qu'il n'y a plus aucune option dans cette pente-là qu'on n'a pas faite. C'est impossible, quoi. Ah, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le début de notre histoire avec Pierre. Et je pense Pierre, c'est vraiment un compagnon de ski que j'ai eu pendant très longtemps, et un peu en off, tu vois. Et c'était assez marrant, c'est que il y a bien sûr Fab, avec qui j'ai toujours été, parce qu'après on monte Bonap ensemble. Et donc je skie avec une caméra, etc. dans Bonap avec Fab. Et Pierre, c'est quand je rentre à la maison. Et là, c'est que il y a plus rien de pro. Il l'a fait, le monstre, il est revenu amener la fondue. J'ai dû m'arrêter là à 100 mètres pour manger, je suis un peu plus. T'es carrément un sac de voyage. Des fois, il y a une GoPro, mais on s'en fout de filmer, et puis voilà, quoi. Donc c'est vraiment un mec qui reste très longtemps dans ma vie, et jusqu'à maintenant, où on skie encore ensemble. Et c'est assez fou de se dire qu'il y a encore ça, parce que c'est une amitié du coup qui a une 20aine d'années maintenant, et on l'entretient, quoi. Et elle a commencé du coup sur ce fameux téléski du Gros Tougne dans notre adolescence, quoi. On est dans le top 10 des plus belles journées de notre vie, là. Ouais, merci Guyot, t'as encore frappé fort. Et il y a une autre rencontre qui est importante à ce moment-là, fin d'adolescence, bon, c'est même un petit peu plus tard. C'est un certain Dom Daher qui vient aussi s'installer dans la vallée des Bellevilles. Et lui, en fait, quand il vient s'installer dans la vallée des Bellevilles, c'est déjà le mutant, quoi, du monde du ski, de la photo, en fait, le mutant, l'incontournable, si tu veux. Et ce gars-là,
il apprend que il y a des jeunes qui brassent un peu dans le coin, qui skient pas mal et tout, et on finit par faire une journée ensemble. Et quand on fait cette journée, je l'emmène sur un secteur qui s'appelle le lac Noir au Ménur, c'est un peu notre terrain de jeu de freeride depuis toujours, qui est un endroit, je le savais pas à la base, mais qui est juste incroyable pour être allé un peu partout sur Terre. Finalement, quand je reviens là, je me rends compte que c'est vraiment trop cool. Enfin, il y a un télésiège qui est placé pile au bon endroit, qui permet de faire des rotations hyper rapidement sur une face qui est exceptionnelle. Et en plus, la ligne de télésiège, elle monte un peu en contrebas de 3/4 de cette face, donc elle te permet de reconnaître les lignes pendant que tu t'es sur le siège, donc tu tournes vraiment comme une horloge. Et donc, je vais avec Dom sur ce secteur, que lui ne connaissait pas à ce moment-là. Donc, il est trop content parce que ça se passe bien au niveau des photos. Il est trop content parce qu'il découvre que l'endroit est juste parfait. C'est parfait pour skier, mais c'est parfait pour shooter parce que les routes, elles sont rapides. T'as plein de cliffs qui sont assez grosses, etc. Donc, pour lui, photographe comme ça, c'est aussi du pain béni parce que il skie, il fait 4 virages, il s'arrête à côté d'une barre, tu la sautes, tac, tac, et tu descends les trucs comme ça, il arrive en bas, il a une quantité de shots qu'il va pouvoir utiliser. Pour lui, c'est juste parfait, quoi. Donc cette rencontre, elle est assez cool parce que moi je rencontre un vrai professionnel du milieu du ski. Je suis un peu en train d'essayer de me dire il faut que je fasse ça comme métier. Et lui, il rencontre un skieur improbable et un endroit improbable et il dit putain mais ça marche trop bien quoi. Et de cette rencontre, on peut dire que ma carrière était, on va dire, un petit peu lancée. Et là, elle s'est vraiment lancée parce que Dom m'a fait rentrer chez Salomon. Et Salomon est maintenant mon partenaire depuis 15 ans, quoi. Et c'est grâce à lui, et c'est là que j'ai pu vraiment en faire un métier, quoi. Parce que j'avais un sponsor plus solide qui me suivait. Et voilà, une carrière, c'est souvent des rencontres. Oui, il faut faire les choses, il faut faire le job, il faut être bon, il faut tout ce que tu veux, mais il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Et moi, dans la personne de Dom, j'ai rencontré un peu la personne qui a fait vraiment démarrer les choses. Et par ce contact avec Dom, je finis par rentrer chez Salomon. Et forcément, comme tu te professionnalises, tu dis il me faut que j'arrive à faire un peu des films, donc il me faut un caméraman aussi. Je rencontre Nico Favre. On fait 1 ou 2 journées ensemble, ça se passe super bien. Et c'est assez fou aussi c'est tôt en fait. Et il y a déjà des mecs comme ça, comme Nico, qui se disent ça va être possible d'être un métier en fait, caméraman de ski. Et à l'époque, c'était un sacré pari quoi. Et ce gars, il a été costaud quoi, d'avoir cette passion. C'est un super bon skieur et il est venu un peu comme ça avec des skieurs qui étaient encore amateurs, on va dire à cette époque-là, dont moi j'étais un petit peu entre deux. Venir un peu tester et se dire putain ça c'est un métier cool et faut réussir à le faire quoi. Et donc je filme 2-3 fois avec lui, ça se passe bien, on a quelques images et tout, on se dit ouais c'est top. Fabien le rencontre aussi en parallèle. Fab à ce moment-là, lui, il est en train de faire beaucoup plus une carrière freestyle avec de la compète de freestyle. Et moi je suis plus dans le freeride, donc on s'est éloigné à ce moment-là. Et en fait, doucement là, c'est l'équipe Bonap qui est en train de se créer quoi, parce que on se voit avec Nico. Moi je connais très bien Fab et tu vois le triangle il est un petit peu en train de se resserrer et comme je viens de rentrer chez Salomon et que Fab est chez Salomon depuis un moment, on a aussi les mêmes partenaires et donc les choses les points se resserrent en fait comme ça et on va au Japon avec Nico, Fab et moi et en fait ça c'est le début de Bonap. Mesdames, messieurs, Bon appétit. Bon appétit. Salut à tous. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le trio marche bien, qu'on peut voyager ensemble, qu'on peut rencontrer des galères ensemble, qu'on se marre bien ensemble, etc. Et donc, après ce trip au Japon, Fab, ça fait un moment qu'il pense à un truc, il dit mais il faudrait faire un truc qui raconte vraiment le ski, parce que ça germe dans sa tête et parce que c'est vrai qu'on est dans un délire, tu sais, où fallait faire des vidéos de 2 minutes où tu montres que t'es le meilleur skieur du monde, mais pour ça t'as passé une saison à en chier, à avoir de la pluie, de la neige carton, etc. Et en fait c'est comme ça qu'elle germe l'idée de Bonap. Et grâce à ce trip au Japon, il y a vraiment la rencontre des trois et le fait qu'on sait qu'on peut travailler ensemble, quoi. C'est bon signe, hein. Il est parti vite, non, Nicolas?
C'est là que tu vois qu'on s'appelle Bonap, c'est que il est 6h du mat, on est déjà en train de dire qu'on va avoir faim bientôt. Et forcément, de là, naît une amitié qui va durer, qui dure jusqu'à maintenant, mais l'équipe Bonap va bosser ensemble pendant 9 ans. Et à partir de là, les rencontres se sont vraiment accélérées. Parce qu'en fait, avec Bonap, on s'était dit, oui, y a Fab et Victor, mais on est juste des fils rouges, et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les gens qui font du ski, quoi. Et il y a plein de profils de personnes qui sont intéressantes, qu'il faut qu'on aille voir chez eux ou avec qui on doit partir en voyage pour mettre en avant ces caractères du monde du ski qui sont super intéressants. Et donc là, les rencontres s'accélèrent parce qu'en fait, on fait un épisode toutes les 2 semaines. Et donc, toutes les 2 semaines, on va skier avec quelqu'un qui nous paraît intéressant, quoi. Et à partir de là, pour moi, c'est là que se construit une montagne de souvenirs, si tu veux, et de personnalités qui, aujourd'hui, font partie de ma vie vraiment de manière importante. Alors, je vais sûrement en louper plein. Parce qu'on a rencontré tellement de monde. Mais ce matin, je me suis réveillé dans la chambre avec Franck Bernès et je me dis que lui, quand même, c'est quand même un mec qui a marqué Bonap et qui est un sacré personnage. Et voilà, une fois n'est pas coutume, pour ce 6e épisode, l'équipe Bon Appétit est de retour dans les Pyrénées. Et cette fois-ci, on a emmené un nouveau Pyrénéen avec nous, Franck Bernès, un vrai artiste de la chevauchée libre. Chamonix de retour dans les Pyrénées. Franck Bernès, c'est les Pyrénéens, d'abord. Parce qu'en fait, il y a une espèce de connexion pyrénéenne, si on peut dire. Et nous, on est bien amis avec un mec qui s'appelle Cyril Barat, qu'on a filmé dans Bonap. Cyril Barat, dit le phénix. Jean-Mi Guadin, qu'on a filmé aussi. Jean-Mi Guadin, dit la légende. Que j'avais rencontré sur les compètes de freeride auparavant. Et donc Franck Bernès. Et les Pyrénées, c'est ce truc un peu magique de gens qui sont tout le temps contents. Je sais pas pourquoi ils sont dans un délire un peu d'infériorité, ils disent toujours ouais c'est pas les Alpes mais c'est cool, alors qu'en fait chez eux c'est trop bien. Et ils ont vraiment une mentalité qui est géniale et aller là-bas ça a toujours été vraiment un plaisir et surtout rencontrer ces gens-là. Et notamment Jean-Mi et Cyril, Cyril on a toujours déliré avec lui parce que c'est l'épicurien, tu vois, c'est lui qui t'emmène au bon resto, machin. Non mais quand on a débarqué les 2 bras cassés là, ouais, mais franchement on savait pas ce que ça allait donner. Eh ben les nazes, ça a mis du temps. Finalement on a quand même réussi à faire du bon ski. Puis en fait, eux ils pensaient qu'à un truc quoi, eux ils pensaient qu'à bouffer quoi. C'est basque, bon appétit, on est guide. Fab m'a dit, Cyril, le ski c'est bien, mais on s'appelle pas bon appétit pour rien. Du coup t'as intérêt à assurer. Bon mais je crois qu'il s'en rappelle encore quoi. J'étais à 2 doigts de la crise de foie. Du coup, on allait de resto en resto et puis on les faisait skier un peu entre les restos. Et en fait, c'est un peu grâce à ça qu'on a réussi à les faire avancer. Et Jean-Mi, on a fini par l'appeler la légende parce que je sais même pas pourquoi, mais c'est juste un trop beau skieur, super doué et hyper gentil et qui est juste tout le temps trop content de glisser avec des copains, quoi. Et le fameux Bernès... Je vous amène dans les Pyrénées, on ira faire du ski, on va faire du rugby, je vous amène au rugby. Ah vous y êtes là, Victor, tu te rends compte un peu, t'as pas honte? Tu l'as pris dans la gueule, t'as rien vu quoi. Et toi Jean-Mi? Donc Franck Bernès, c'est un mec qui arrive comme ça, je l'avais rencontré auparavant pendant une compète à Vars. Et le premier truc dont je me souviens de lui, c'est que la compétition elle est annulée et du coup on va tous skier ensemble. Et il y a ce mec là qui brasse que j'ai jamais vu, mais je connais sa tête, tu vois. Et on skie un peu en forêt, à bloc. Vars, il y a vraiment des super trucs à faire. La compète, elle a été annulée parce que c'était trop dangereux. Les faces se sont purgées d'elles-mêmes, etc. Donc on skie dans les forêts pour être un peu plus cool. Et puis à midi, on veut s'arrêter manger quelque part. Et on s'arrête dans un resto d'altitude et il est plein, le truc. Et c'est un self, tu vois. Et je vois Franck, en fait, qui attend comme ça un peu. On est là. Et puis il y a quelqu'un qui va demander à l'intérieur s'il y a des places. Et pendant ce temps, Franck, il dit non mais c'est bon, on peut bouffer là. Et il prend, il y a une échelle, tu sais, où tu poses tes plateaux de self et il attaque à manger ça. Mais l'échelle, elle est au milieu de la terrasse et genre il y a tout le monde qui est là, qui le voit faire et lui, il est en train de bouffer des frites dans les assiettes qui ont été reposées, des trucs comme ça. Et c'est la première image que j'ai de ce gars. Je me dis lui, dans la vie, il s'emmerde pas trop, il doit être drôle, tu vois. Et après, il y a toutes les anecdotes de la vie de Franck, ce serait trop long à raconter, mais moi, une des plus connues, c'est qu'il est tombé dans la rivière quand il skiait avec nous dans un des épisodes Bonap.
pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, on skie une petite pente qui finit dans un vallon où il y a un ruisseau qui traverse, et je sais pas pourquoi, à un moment, on est séparés tous. D'habitude, quand tu filmes, t'es quand même bien en paquet, quoi. Et là, donc Nico, Fab et Jean-Mi, ils sont déjà plus bas, et moi, je suis avec Franck, on bartasse dans la forêt, et puis on finit par arriver à cette rivière, et la rivière, si tu veux, t'as 10-15 mètres de pente bien raide, et hop, ça arrive sur le ruisseau, et tu prends un peu de vitesse, tu traverses avec les skis à l'arrache dans l'eau, là, et puis voilà, quoi, t'es de l'autre côté. Et puis quand je traverse ça, je me dis quand même, je vais mettre la GoPro parce que je commence à connaître Franck et il peut se passer quelque chose, et ouais, c'est une image qui restera gravée toujours. Il se prend les pieds dans un caillou quand il est en train de traverser le ruisseau. Sa spatule, elle se bloque, en fait. Et là, il commence à pencher, il a un déséquilibre vers le côté aval. Et en fait, là où on traverse la rivière, c'est juste en haut d'un tout petit ressaut. L'eau, si tu veux, elle tombe de 1 mètre et demi, dans une vasque qui est un peu plus bas, quoi. Et lui, il se déséquilibre du côté du vide, et du coup, il bascule, mais pile au pire endroit où tu peux basculer, quoi. Et il se retrouve la tête en bas, avec les pieds encore en haut, parce qu'il a les skis qui sont coincés dans des racines, et il a la tête qui est sous l'eau, dans la vasque, en fait, qui est en contrebas. Et moi, je me suis arrêté 10-15 mètres plus loin, j'avais allumé la GoPro parce que je me disais il va y avoir un sketch, et ça a pas loupé, quoi. Et au début, je flippe un peu parce que je suis un peu loin, je vois qu'il a la tête sous l'eau, mais les pieds coincés en haut dans les racines, quoi. Donc je dis, mais faut que je me grouille parce qu'il, ça se trouve, il est en train de se noyer, il a la tête sous 10 cm de flotte, et donc je cours, tu vois, je cours vers lui. Et l'eau, elle est limpide, l'eau du ruisseau, donc je vois très bien son visage à travers. Et il a la banane, il est mort de rire, alors que ça fait 20 secondes qu'il est en apnée sous la flotte, pendu comme ça, et que ça lui coule de l'eau de partout. Et ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie, quoi. Je lui sors la tête de l'eau, et il est encore mort de rire, il arrive plus à parler tellement il se marre. Je le déchausse, il est trempé. Sketch, quoi. T'as fait un peu d'apnée là aussi, hein? Ouais. J'ai bien failli mourir de rire là. Water Ski Cross Canyoning Extra. Je te remercie, Victor, ça me fait plaisir. Et ça, c'est Franck Bernès, en fait. Et Franck Bernès, c'est toute la vie comme ça, avec lui. Le bûcheroning. Ce con s'était artousté dans les arbres. C'est un peu rougi, quoi. Et c'est l'arbre qui a gagné. Ouais, il a gagné à moitié. C'est juste... Alors moi, il m'arrive des choses en ski avec lui, mais en fait, si tu traînes un peu avec lui dans la vie, c'est comme ça tout le temps, si tu veux. Dès qu'il neige, il est surexcité. Comme il est surexcité, il fait n'importe quoi, donc il dort pas de la nuit parce qu'il est excité, il regarde par la fenêtre. Pendant ce temps-là, dans le monde de Franck Bernès... Ça, c'est un igloo façon Castor. Fortification, déjà, ça impressionne. Là, première entrée. Le lendemain, il faut amener un frigo... Ça, c'est réel, hein. Faut amener un frigo quelque part, mais il a neigé, donc il est surexcité. Il le pousse à moitié dans le coffre de la voiture, il claque le coffre de la bagnole. Forcément, l'angle du frigo, il est plus loin que ce que la vitre peut prendre. Bam, le pare-brise de la bagnole, il vole. Je sais pas, il part il bossait avec Pierre, il part, je sais plus où ils partent. Il sort son ordinateur sur un parking au milieu de l'autoroute pour je sais pas quelle raison. Il le laisse là, il se barre. Enfin, c'est toute la vie comme ça. Plus tard, on est allé au Canada ensemble. On faisait tout en rando, tu sais. Et on est dans un endroit qui est hyper loin de tout. Donc, qui a jamais été skié, en fait, parce que faut faire 5 heures de route, 3 heures de motoneige et arriver dans un parc qui appartient à une communauté indienne et qui est, entre guillemets, exploité par un trappeur de là-bas. Il y a que eux, en fait, qui ont... Les Indiens doivent te donner une autorisation et lui, le trappeur, il a le droit d'y être, mais il y a qu'eux qui peuvent y aller. Et nous, on se retrouve là, un peu par chance, grâce à un mec qui est là-bas. Et donc, on fait cette première rando et on est en haut d'une pente et du coup, ça dépend comment tu le prends, mais c'est quand même un peu particulier de faire une pente où il y a jamais aucun homme qui a mis les pieds, tu vois. Et on dit à Franck, bah, vas-y, on te la laisse, fais la première trace ici, quoi. Et Franck, il va se présenter un peu, s'il s'éloigne de 30 mètres de nous, il s'avance un peu pour commencer sa ligne là où il y a personne pour filmer, tu vois. Et puis on lui dit, il s'arrête 10 mètres plus haut, il peut partir de 10 mètres plus haut. Donc on lui dit, monte ces 10 mètres là
Et du coup, il déchausse, il monte ses 10 mètres, et quand il va pour rechausser, il lâche son ski. On laissait la pente à Franck Bernès, qui devait donc être le premier skieur à laisser une trace sur ses faces. Manque de bol, il a lâché son ski qui a descendu la moitié du run. On se retrouvait donc tous morts de rire au départ avec un Franck Bernès unijambiste et démoralisé. Le mec, il déchausse, il tient pas son ski, il file en bas. Il va faire sa première descente au Yukon sur un pied. Et le ski, du coup, descend toute cette fameuse pente qui avait jamais été touchée par personne. Et donc, on regarde le ski descendre, faire la première trace, tu vois. Et voilà, quoi. Et en gros, bah, Franck, c'est ça. Franck, c'est toute la vie comme ça. Enfin, il y en a tellement des histoires et donc c'est un mec, forcément, avec qui c'est génial de skier parce qu'il est tout le temps de bonne humeur, parce qu'il arrive tout le temps des choses comme ça, et il se met toujours la grosse boîte, il te raconte toujours le truc incroyable, et c'est juste quelqu'un qui fait du bien, quoi. Et donc ça, c'est un des mecs qui a quand même marqué une bonne partie de ma vie. Après les rencontres, il y en a eu un paquet. Il y a un certain Brian, quand même, Mr. Good Guide, Cédric Grand. C'est sympa de me proposer de faire un petit épisode avec vous, mais j'ai plus 20 ans, malheureusement. Et là, ce qui me vient en tête, c'est la rencontre, qui était quand même vraiment marrante. C'est que c'était peut-être pas la première fois qu'on se voyait, mais si tu veux, lui, il faisait guide pour Salomon. Nous, on était rider. Et avec Fabre, on est sur un truc, des journées où tu fais essayer des skis, je sais plus quoi. Et lui, il est là en guidos, tu vois. Et Fab, il aime bien charrier. Et les deux, ils se rentrent dedans. Et en fait, Cédric, c'est un gars qui a vachement de répartie. Et en fait, les deux, ça accroche tout de suite et ils se rentrent vraiment dedans. Et à tel point que, à la fin de la journée, quand on est en train de se rechanger, etc., quand tu repasses, t'enlèves tes pompes de ski, etc., ils attaquent à se faire des crasses. Et je sais plus lequel met de la neige dans les pompes de l'autre, etc. Et ça part à la surenchère à tel point que Fab, il finit par pisser dans les pompes de Cédric. Et tac, c'est le début d'une amitié improbable avec ce grand machin et qui deviendra un des mecs phares de Bonap. Eh ben, l'histoire avec Bon Appétit, c'est simple, hein. Ils sont venus me trouver, j'avais tous les critères. Je parle 23 langues, dont 25 couramment. L'indien, l'anglais, le russe, le capitalisme de merde, et j'en passe. Je suis un pilote hors pair. Au niveau hébergement, je coûtais rien du tout. Ah les gars, vous allez où là? J'étais un guide super patient, super pédagogue. On attend que la nuit arrive complètement, qu'il fasse bien noir, pour être complètement bien paumé en fait. Voilà, on a des pelles, on fait un trou, on va s'en sortir. Hein. J'étais un super technicien du ski, même si c'était un peu rétro par moment. Le matos, toujours au top. Vas-y, force autant que t'es con. Ça a marché, dis donc. Et surtout, et ça j'y tiens, parce que je m'énerve jamais, d'accord? Un sang-froid à toute épreuve. Et ça, t'as intérêt à le mettre dans ta caméra, ok Nico? Sinon je te la pète. Putain! Qui est aussi un mec à qui il arrive tenter plus de choses, qui oublie ses affaires, par exemple, c'est pas mal arrivé ça. Donc on est en France, on passe du côté Italie, c'est la Rosière, la station qui est l'autre côté de la Rosière, je suis en train de chercher la Tuile. Mais l'hiver, tu peux pas passer par le col, donc on arrivait par Cham. Il laisse ses pompes de ski à Cham. Donc on fait toute la route, il arrive à la Tuile, il se rend compte, il se traite de tous les noms, et puis il repart dans l'autre sens. Et lui, sa vie, c'est souvent comme ça aussi. Et c'est quand même un personnage assez incroyable parce que bon, on le connaît, c'est le mec qui fait le ballet, quoi. En fait, ce qu'on sait pas trop, c'est que c'est une machine de pentraide, il a fait quelques premières et tout. Nous, forcément, on a toujours mis en avant le fait qu'il fait du ballet. Et lui, c'est quand même une rencontre vraiment particulière aussi du ski, parce que c'est un gars qui a pas notre âge, qui vient aussi d'un monde différent. Si tu vois, le ballet, c'est un autre temps, etc. Et ça match quand même entre nous super bien. Et c'est toujours un plaisir d'aller faire une rando avec lui, etc. Parce que c'est encore une fois un des personnages de la communauté du ski qui est,
juste incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on y va là, c'est l'heure. C'est quelle heure? Je sais pas, ça doit être 8h. Putain, j'ai rien dormi, Fab. Tu fais chier. Hein. Prochaine fois, tu me prends une pio là. Ouais, mais Merde. c'est la crise là. Allez! Oh putain, oh! Oh les gars, vous allez où là? Oh! Arrêtez là! Oh! Et s'il y a quand même un mec qu'il faut pas louper, c'est Julien Régnier. Julien Régnier, c'est quand même, je pense, le Français qui a été un peu le premier plus costaud sur la scène internationale. Il était là en même temps que ce qu'on appelle la Canadian Air Force. Et c'est eux, les gars, qui nous ont tous donné envie de skier. Et du coup, putain, c'est maintenant. Hein. Donc demain, je veux vous voir envoyer du gros. Il y a qu'il y ait des cailloux, qu'il n'y ait pas de cailloux, on en a rien à foutre. Je pars en premier, je vous montre la voie, et puis ça enchaîne. Et Jules Régnier, c'était le Français qui était avec ces gars-là, quoi. Et voilà, c'était un des pionniers, c'est un des grands de la scène du free-ski. Et nous, on a vraiment de la chance, c'est que Jules Régnier, il vit à La Plagne, donc vraiment proche de chez nous aussi. Et assez rapidement, la connexion s'est faite dès qu'on s'est mis un petit peu à brasser, notamment parce que Fab faisait beaucoup de freestyle et qu'il en a fait avec lui. Et en fait, moi, c'est en connaissant Julien que j'ai connu après JP. Et eux, si tu veux, c'est un peu dans ma tête, c'est un peu les darons. Alors, on n'est pas si espacés que ça en âge, tu vois. Mais moi, quand j'étais gamin, c'est eux qui étaient dans les films et dans les magazines. Et un petit peu après, on s'est retrouvés à skier ensemble. Quand je les ai vraiment connus, moi, JP et Julien, c'était, je sais pas si tu te souviens, il y avait un événement qui s'appelait le Shreddit, qui était des gros step-up. C'était chapeauté un peu par Kevin Roland. Mais en fait, ces gros step-up, avant que ça devienne un événement, c'était d'abord des kicks que Julien et JP shapaient pour filmer, parce qu'à l'époque, ils filmaient avec Poor Boys. Et en fait, moi, la rencontre avec ces gars, c'est que je suis venu faire ces kicks avec eux. Et c'était assez incroyable, cette rencontre, parce que t'es quand même un gosse qui se retrouve un peu avec ses héros, quoi. Et faut shaper pendant 3 jours, ça. Parce que ils sont énormes, ces kicks. Donc, il fallait qu'on dorme chez Jus. Et c'était une immersion avec les héros de notre enfance, parce que du coup, je me retrouve tu vois, avec Jus, avec JP Auclair, avec JF Cusson, il y avait Anthony Boronowski aussi. Et Lina, c'est la copine de Jus qui faisait les photos aussi. Donc on s'est retrouvés un peu comme une communauté, tous dans sa baraque. On dormait un peu à l'arrache, à droite, à gauche. Et on a construit ces sauts, donc t'as 3 jours de shape, et après 1 journée de saut dessus. Et ça, c'était vraiment une expérience folle, parce que tu te retrouves un petit peu au contact des mecs qui ont bercé ton enfance et qui ont fait ton rêve, quoi. Et de se retrouver à skier avec eux, à avoir des conseils de leur part, à voir leur professionnalisme aussi, tu sais. Et ça a été une bonne claque aussi, de voir en fait que c'était possible de toucher ça du doigt. Ces mecs-là, ils étaient juste là. Et en fait, on faisait la même chose et ça se passait bien. Et ouais, je garde quand même beaucoup de gratitude pour JP et Julien qui ont fait du gros job pour le ski et puis pour nous, parce qu'ils nous ont bien, entre guillemets, conduits là-dessus. Oh le connard. Moi j'ai l'impression que je suis plutôt un skieur d'après-midi, ça me fait... En fait, toutes ces personnes, pour moi, c'est important d'en parler, parce que si j'ai fait la carrière que j'ai faite, c'est parce que j'ai fait ces rencontres-là. C'est parce que y en a un qui va t'aider avec un sponsor, il y en a un qui va t'aider à toi te pousser, il y en a un qui va juste le fait de partager ensemble la montagne, tu vas progresser avec. Ça forme aussi ton caractère de fréquenter certaines personnes, etc. Et donc ces gens-là, c'est ceux qui ont fait ma carrière, même si je pense que j'en oublie pas mal, hein. Mais même plus loin que ça, ces gens-là, c'est ceux qui font que j'aime le ski, en fait. Parce qu'en fait, c'est quand tu skis tout seul une journée, c'est trop bien. Tes sensations, elles sont géniales et tout. Mais si tu fais la même chose avec une des personnes qui sont chères à ton cœur, c'est décuplé x 100.
Et donc plus que c'est ce qui a fait ma carrière ou quoi, c'est ce qui fait que j'aime le ski en fait. C'est tous ces espèces de fous là qui ont une passion qui pourrait paraître complètement futile, glisser sur la neige, mais qui font la beauté de notre sport et le pourquoi je le fais. Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skieur Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaylor Pedretti, Johanna de Tessière, le High Five Festival ainsi que l'Impérial qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un grand merci également à Victor Galuchot pour avoir pris le temps de nous raconter toutes ces rencontres incroyables. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skieur.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glishop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skieur Magazine.